Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Grillon du foyer, écrit par Charles Dickens. C'est notre premier épisode sur cet ouvrage. C'est également notre premier live de l'année. Bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé un bon Noël, une bonne année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore? Le réveillon, Hanouka, que sais-je? Je ne sais pas ce que vous fêtez. Peu importe ce que vous fêtez, peu importe ce que vous avez fait pendant ces périodes où on ne s'est pas vu, j'espère que que vous avez passé des bons moments avec des gens que vous aimez, et puis je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. Merci de me rejoindre Lilith, Cat Black, bonsoir, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de revenir en live, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Du coup, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça faisait pas mal de temps. On est le 10 janvier, c'est le premier live de l'année. Je recommence avec un conte de Noël. Je pense qu'on peut dire ça puisque mon ouvrage s'appelle Conte de Noël et dedans on a un chant de Noël qui est un ouvrage de Charles Dickens que je vous ai lu l'an passé pour la période des fêtes. Et donc ce soir, on devrait se lire ensemble Le Grillon du foyer ce soir et pour encore deux lives, je pense. J'estime à peu près que ça durera trois lives. Donc voilà, on va prolonger cette magie des fêtes, cet esprit de Noël. On va essayer de le prolonger un tout petit peu parce que c'est tellement agréable et en même temps c'est tellement court quelque part. Donc bon, on va essayer de le prolonger un tout petit peu, surtout que vous n'êtes pas sans savoir que janvier, c'est le pire mois de l'année. Genre, j'ai entendu il y a pas longtemps, c'est le mois le plus froid, c'est le mois où il y a le plus de gens qui sont déprimés, c'est le mois où les gens sont le plus en mauvaise santé. Et d'ailleurs, tout est corrélé en fait. Enfin bon, bref. Donc du coup, écoutez, on va essayer d'enlever tout ça de nos esprits et de se focus sur le positif et de profiter d'une bonne lecture ensemble. J'avais dit l'an passé qu'un chant de Noël de Charles Dickens avait été une très bonne surprise, une très agréable surprise. Et du coup, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée avec Le Grillon du foyer. D'ailleurs, c'est spécial puisque ce n'était pas la lecture qui était prévue normalement. À la base, je devais vous lire Les âmes mortes de Gogol. Déjà, rien qu'au titre, c'est beaucoup moins joyeux. Ça poursuivra l'année, c'est-à-dire que ce sera certainement, même très certainement, la prochaine lecture. Mais il y a eu un petit impondérable, quoique impondérable, ça sous-entend que c'est pas positif, alors que là c'est complètement positif, puisque en plus des fêtes de fin d'année, dans ma famille, il y a plein d'anniversaires en fin d'année, dont le mien. Et donc, une personne très importante pour moi m'a offert des livres. Et ces livres sont, je vous ai montré ça sur Insta parce que j'y tenais pas, je voulais à tout prix vous le montrer, et vu que je savais que je faisais pas de live, bah, ça m'embêtait. Je voulais vraiment trop vous le montrer. Elle m'a fait des livres dont elle a, comment dire, décoré les tranches, peinturluré les tranches. Je sais pas trop comment dire. En tout cas, j'aime trop. Du coup, j'ai reçu Pierre et Jean de Guy de Maupassant, qu'on lira peut-être un jour, puisque je vous ai déjà lu La Parure de Guy de Maupassant, il me semble, et j'avais dit que bah, très certainement on referait un live là-dessus. Donc pourquoi pas continuer à découvrir Guy de Maupassant à travers Pierre et Jean avec ce paysage un petit peu aux couleurs chaudes comme ça, j'aime trop. Et puis le livre de ce soir, Les Contes de Noël, qui regroupe donc un conte que j'ai déjà lu avec vous, qui est Un chant de Noël, et Le Grillon du foyer de Charles Dickens. Et ça, j'avoue que là en plus c'est carrément dans les thèmes, c'est carrément dans la charte graphique, j'ai envie de dire, de ma chaîne. Donc j'avoue que celui-là, je suis en petit coup de cœur. Mais en même temps, j'aime trop aussi le style de l'autre, mais bref. Les deux, j'ai pas de préférence. C'est comme choisir entre ces bébés, ça, c'est pas possible. En plus, avec celui-ci, j'ai eu un tout mignon marque-page avec une lune et un marque-page encore une fois un petit peu stellaire comme ça, un ciel étoilé. J'aime trop, je suis trop content. Et du coup, oui, n'hésitez pas à faire des compliments, s'il vous plaît, à la personne qui m'a fait ça.
ça sera le bienvenu parce qu'elle fait des trucs super, super, super cool. Et c'est cool qu'elle le sache. Voilà, voilou. Du coup, ben, je me suis dit, l'occasion est trop belle, il faut qu'on saute sur cette lecture. Et du coup, je suis allé me renseigner. Et je me suis rendu compte, tiens, 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 je ne le savais pas, Charles Dickens n'a pas écrit que Un chant de Noël, il a écrit en vérité 5 contes de Noël. Bah, je vous en lis un deuxième aujourd'hui, et peut-être un troisième, un quatrième, un cinquième les années d'après, on sait pas. On peut peut-être partir sur une tradition si ça se trouve, j'en sais rien. En tout cas, force est de constater qu'il en a publié 5 et quasiment 5 Noëls successifs. D'ailleurs, c'est marrant, il me semble qu'il a publié ça en 1843, 1844, 1845 et 1848, un truc comme ça. Enfin bref, il a fait dans ces années-là et quasiment tous les Noëls, donc c'était marrant à voir. Et puis, bah, je suis pour le coup, sur une découverte des plus totales, parce que j'avais jamais entendu parler de ce texte. Donc, je m'attends à du bon, parce que Dickens et Un chant de Noël, ça avait été bon. Mais en même temps, je m'attends pas vraiment à quoi que ce soit. Donc, j'ai hâte de voir. Bref, je me perds en palabres, comme d'habitude, vous me connaissez. Oupsie, désolé. Mais il faut que je vous parle un petit peu des lives, parce que voilà, forcément, début d'année, ça implique résolution, ça implique bilan, ça implique plein de choses. J'en ai déjà parlé sur un post sur YouTube ou sur mes réseaux, donc je vais pas entrer dans le détail trop longtemps parce que j'ai pas envie de faire une intro trop longue. Mais je voulais simplement vous dire que bah déjà merci pour l'année 2022 qu'on a vécu ensemble. C'était super super cool. J'ai plein de bons souvenirs encore une fois. Ça a été une année moins fournie, une année moins productive entre guillemets, mais au final une année qui m'a fait beaucoup de bien et que je vois un peu comme une année de transition où j'ai l'impression de m'être recalibré. J'ai l'impression d'être zen, d'être au stade de Bouddha. Donc là, je suis très très bien en ce moment. Et en fait, ça m'a super motivé et ça m'a super... ouais, ça m'a bien remis dans l'axe des choses que je voulais faire. Et même si il y a encore du flou artistique dans tous les sens, c'est beaucoup moins angoissant, c'est beaucoup moins effrayant, ce qu'on veut. Ce qui fait que je me lance dans cette année 2023, plein d'inspiration, plein d'envie, plein de motivation. Je ne sais pas encore au service de quel projet spécifiquement tout cela va aller parce que vous me connaissez un petit peu, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envies différentes. Mais vraiment, je me sens beaucoup plus serein avec tout ça et ça, c'est trop agréable. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, les lives de lecture, ça devrait continuer sans grande surprise. Je pense pas qu'il va y avoir de gros bouleversements là-dessus. Donc voilà, gardez vos créneaux en tête du mardi et du vendredi 21h sur Twitch. Ça, a priori, ça sera toujours là. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ça y est, et on l'a déjà vu en fin d'année précédente, mon setup, mon nouveau setup est complètement configuré, complètement parfait, mis à jour, tout bien. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus libre. Et en fait, là, pour vous dire, chez moi, vous l'avez peut-être remarqué un peu dans le décor d'ailleurs, chez moi, je suis en train de refaire pas mal de choses. Je suis en train de vraiment beaucoup me réorganiser, de trier des choses dont j'ai pas besoin, de mettre les choses dont j'ai besoin au bon endroit, de tout rendre accessible au maximum. Notamment, je suis en train de me faire une station pour enregistrer de la musique et ça me hype de fou. Notamment, je me suis rebranché ma tablette graphique qui est dorénavant prête tout le temps à l'emploi. Donc, il est possible que je refasse des lives de dessin, par exemple. En tout cas, il y a vraiment trop de choses dans tous les sens qui me hype. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne m'interdis plus rien et de moins en moins. Je pense que vraiment, dès que j'aurai une envie, vous serez prévenu sur les réseaux et je partirai tout simplement. Sachez d'ailleurs que cette semaine, les lives prévus sont les 2 lives de lecture, mais il risque d'y avoir d'autres lives. Comme je le disais à l'instant, peut-être de dessin, peut-être pas, je ne sais pas. On verra selon les envies du moment. Par contre, je sais que je me tâte beaucoup à faire un live de jeu sur le jeu vidéo Lego Buildings Journey, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus exactement le titre. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un jeu qui se plie en 2-3 heures et qui a l'air très très cool. Ça m'a vachement intrigué.
Donc du coup, on va pouvoir s'y mettre. Et puis, je sais pas encore vous dire quand dans la semaine, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit donc cette semaine. Euh, Allez, si je devais parier sur un créneau probable, ce serait certainement jeudi après-midi. J'en dis pas plus, ce sera le cas ou non. Nous le verrons, nous le découvrirons. Mais en tout cas, encore une fois, je me sens tellement bien, je me sens tellement confort, je me sens tellement serein. Et je suis trop heureux de partir à l'aventure pour des tas de nouvelles choses, de nouvelles expériences en votre compagnie, que ce soit en lecture, en jeux vidéo, en musique, en dessin, en review, ne serait-ce même qu'en discussion, en improvisation, en jeu de rôle. Et on peut imaginer encore bien des choses. Bref, surtout que cette année, j'aimerais bien me focus sur des gros projets. C'est un truc que je voulais déjà faire l'an passé, mais là, j'essaie de m'y mettre plus strictement. Donc voilà, j'ai peut-être des projets d'écriture, j'ai peut-être des projets de jeux de société, j'ai peut-être des projets de musique qui se profilent à l'horizon. J'en dis pas plus, j'y réfléchis. Ça grandira dans l'ombre parce que j'ai tendance à dire les choses trop tôt aussi. Mais sachez que vraiment je suis très hype pour cette année 2023 et je vous souhaite autant de hype que ce que je peux ressentir actuellement et je vous souhaite de vraiment vous épanouir dans ce qui vous épanouira. Merci à ceux qui ont follow la chaîne pendant que j'étais en off parce que encore une fois ça a duré pas mal de temps. Donc merci à l'Inde de Lyon, à Niji, je sais pas comment prononcer ton pseudo, désolé. Cat Black et Sarah Otaku Army. Merci à toutes et à tous, ça me fait très plaisir. Et sur ce, je pense que j'ai fait une intro à rallonge, mais vous me connaissez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pouvoir se lancer dans la lecture sans plus de cérémonie. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez, et surtout à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé. Et moi, il faut pas que je commence à m'essouffler dès le premier live de l'année. Parce que du coup, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de ne pas avoir fait de live depuis quasiment un mois, en fait, vu qu'en décembre, il y a eu aussi ce fameux passage où bah, l'eau chez moi a gelé pendant 10 jours quasiment, donc ça m'a fait une pause dans les lives, c'était terrible. Mais bon, bref, c'est vrai que j'ai l'impression de ne plus avoir l'habitude de live, mais ça me fait toujours cette impression. En fait, c'est toujours un mélange d'excitation et d'appréhension, mais ce qui l'emporte, c'est l'excitation. Donc, rien à déclarer, c'est pas très grave. Sur la découpe de l'œuvre, on est sur un petit roman, comme je vous ai dit, on va le lire en 3 lives certainement, qui se sépare en 3 parties. C'est pour ça que j'ai fait 3 lives. Donc du coup, je vais faire des découpes arbitraires au sein de ces épisodes. Mais comme d'habitude, n'ayez crainte, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de live, comme d'habitude, vous avez, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, les timecodes qui sont disponibles dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo et qui vous permettent de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement là où bon vous semble. Voilou. On est parti, Cat Black et Lilith, je vous souhaite une excellente écoute. Je souhaite également une bonne écoute à tous ceux qui me suivraient dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. On est parti pour allez, une quinzaine de minutes. Quinzaine, vingtaine de minutes de lecture, je pense. Faut que je me repère ma page d'ailleurs. J'avais dit que je lirais à peu près 12 pages, donc grosso modo vers... Le mec n'est pas capable de faire un calcul simple. Oui, ok, si c'est bon. On est parti. Le grillon du foyer. Écrit par Charles Dickens. 1. Premier cri. C'est la bouilloire qui commença. Je sais bien que Madame Peerybingle dit le contraire, mais cela m'est égal. Que Madame Peerybingle jure ses grands dieux si elle veut, jusqu'à la consommation des siècles, qu'elle ne pourrait pas dire qui des deux a commencé. Je dis, moi, que c'est la bouilloire. Je dois bien le savoir, peut-être. La bouilloire commença 5 bonnes minutes à la petite horloge hollandaise au cadran verni, placée dans l'encoignure, avant que le grillon eût fait entendre un seul cri.
comme si l'horloge n'avait pas fini de sonner, comme si le petit faneur aux mouvements convulsifs et saccadés qui la surmonte, promenant sa faux de droite à gauche, puis de gauche à droite, devant la façade d'un palais mauresque, n'avait pas fauché un demi-acre de gazon imaginaire avant que Grillon se fût mis de la partie. Certes, je ne suis pas un obstiné, comme chacun sait. Je ne voudrais, à aucun prix, opposer mon opinion personnelle à l'opinion de Madame Peerybingle, si je n'étais parfaitement sûr de la chose. J'en suis tout à fait incapable. Mais c'est ici une question de fait. Et le fait est que la bouilloire commença 5 minutes au moins avant que le grillon eût donné signe de vie. Avisez-vous de me contredire, et je parierai pour 10 minutes. Laissez-moi raconter exactement comment la chose arriva. C'est ce que j'aurais dû faire dès mon premier mot, sans cette considération bien simple que, si je raconte une histoire, je dois commencer par le commencement. Et comment voulez-vous que je commence par le commencement, si je ne commence pas par la bouilloire? Il semblait qu'il y eût une lutte, entendons-nous, je dis un assaut de talent musical, entre la bouilloire et le grillon. Et en voici l'origine et la suite. Madame Peerybingle sortit à la brune, une brune humide et froide, et faisant clic-clac sur le pavé boueux avec une paire de patins, dont les empreintes reproduisaient grossièrement tout autour de la cour une foule de figures circulaires de la première proposition d'Euclide, Madame Peerybingle, dis-je, était allée remplir la bouilloire à la fontaine. De retour maintenant, moins ses patins, ceci n'est pas peu de chose, car les patins étaient hauts, et Madame Peerybingle au contraire fort petite, elle mit la bouilloire sur le feu. Ce que faisant, elle perdit son sang-froid, ou du moins oublia pour un instant la patience de son caractère. Car l'eau se trouvant alors d'un froid glacial, dans cet état de grésil glissant et liquide, où elle s'infiltre jusqu'au cœur de toutes les substances, y compris les cercles de fer qui soutiennent les patins, n'avait pas respecté les orteils de Madame Peerybingle. Elle avait même éclaboussé ses jambes. Or, quand nous sommes un peu fiers de nos jambes, et qu'il y a de quoi, et que nous tenons en particulier à avoir toujours des bas bien propres, nous ne pouvons nous empêcher de trouver, au premier moment, cette petite épreuve très dure à supporter. En outre, la bouilloire était d'une obstination bien faite pour impatienter. Elle ne voulait pas se laisser ajuster sur la barre supérieure de la grille. Elle ne voulait pas se prêter à s'accommoder tranquillement aux inégalités du charbon. Elle se penchait en avant avec des façons d'ivrogne, et pendant ce temps-là égouttait, comme une sotte qu'elle était, sur le foyer. Elle faisait la mauvaise tête, elle sifflait et grondait au feu d'un ton de mauvaise humeur. Ce n'est pas tout. Le couvercle, résistant aux doigts de Madame Peerybingle, commença d'abord par se retourner sans dessus-dessous, puis, avec une opiniâtreté ingénieuse, digne d'une meilleure cause, plongea de côté jusqu'au fond de la bouilloire. La coque du Royal George n'a pas fait, pour sortir de l'eau, la moitié de la résistance monstrueuse que le couvercle opposa aux efforts de Madame Peerybingle, avant qu'elle pût le retirer et le remettre à sa place. Et même alors, cette malheureuse bouilloire se montrait revêche et grognon, portant son anse avec un air de bravade, et relevant son bec avec impertinence et moquerie du côté de Madame Peerybingle, comme si elle lui disait « Je ne veux pas bouillir, moi, rien ne pourra m'y forcer ». Mais Madame Peerybingle, dont la bonne humeur était revenue, frotta l'une contre l'autre ses petites mains grassouillettes pour en ôter la poussière, et s'assit en riant devant la bouilloire. Cependant, la flamme joyeuse s'élevait et retombait tour à tour, répandant une éclatante lueur sur le petit faucheur placé tout en haut de l'horloge hollandaise, si bien qu'on aurait pu croire qu'il était planté là, immobile comme une souche devant le palais mauresque, et qu'il n'y avait de mouvement que pour la flamme. Il se remuait cependant, il avait ses spasmes, 2 par seconde, toujours avec la même régularité. Mais c'était surtout une chose effrayante à voir que les souffrances auxquelles il était en proie quand l'horloge allait sonner. Lorsqu'un coucou passait sa tête hors de la trappe du palais et chantait 6 fois sa note, chacun de ses cris l'ébranlait comme si c'eût été la voix d'un fantôme, ou comme si on l'eût tiré à chaque fois par un fil d'archal attaché à ses jambes. Ce n'était qu'après une violente secousse, et quand le grincement des cordes et des poids placés au-dessous de lui avait entièrement cessé, que le pauvre faucheur, saisi d'effroi, revenait enfin à lui-même. Et il ne tressaillit pas sans raison, car ces bruyants squelettes d'horloge, avec leurs cliquetis inquiétants, sont dans le cas de déconcerter une grande personne, dans le cours de leur opération,
et je m'étonne beaucoup qu'il se soit trouvé des hommes, mais par-dessus tout des Hollandais, qui aient trouvé du plaisir à les inventer. En effet, d'après une croyance populaire, les Hollandais aiment les larges fourreaux et d'amples vêtements, pour se cacher du haut en bas. Ils auraient donc aussi bien fait, par analogie, de ne pas laisser leurs horloges nues et sans protection dans les régions inférieures de leur individu. Or, ce fut en ce moment, remarquez bien, que la bouilloire commença la soirée. Ce fut en ce moment que la bouilloire, devenant tendre et musicale, commença à sentir dans sa gorge ces glouglous irrésistibles et à se permettre de courts ronflements qu'elle arrêtait dès la première note, comme si elle n'était pas encore bien sûre qu'ils fussent de bonne compagnie. Ce fut en ce moment qu'après avoir fait 2 ou 3 tentatives vaines pour étouffer ses sentiments expansifs, elle secoua toute humeur chagrine, toute réserve, et laissa échapper tout à coup un ruisseau de notes si gaies, si joyeuses, que jamais rossignol stupide n'en a conçu la moindre idée. Et si simples aussi. Vous auriez pu, Dieu merci, comprendre ce chant comme un livre, mieux peut-être que certains livres que vous et moi pourrions nommer. Avec sa chaude haleine, s'exhalant en un léger nuage qui montait gracieux et coquet à une hauteur de quelques pieds, puis demeurait suspendu vers l'angle de la cheminée, comme dans son ciel domestique, la bouilloire mit à poursuivre sa chanson tant de verve et d'énergie, que son corps de fer en bourdonnait et se trémoussait de plaisir sur le feu. Et le couvercle lui-même, le couvercle rebelle naguère, tant est grande l'influence du bon exemple, exécuta une sorte de gigue et fit un bruit semblable à celui d'une jeune cymbale sourde et muette qui n'a jamais connu le contact de sa sœur jumelle. Que ce chant de la bouilloire fût un chant d'invitation et de bienvenue adressé à quelqu'un du dehors, à quelqu'un qui se dirigeait en ce moment vers dans le bon petit intérieur domestique et le feu pétillant, il n'y a là-dessus aucun doute. Madame Peerybingle le savait parfaitement, tandis qu'elle rêvait assise devant le foyer. Il fait nuit noire, chantait la bouilloire, et les feuilles mortes jonchent le chemin. Au-dessus, tout est brouillard et ténèbres, au-dessous, tout n'est que fange et boue. Dans l'atmosphère triste et sombre, il n'y a qu'un point où puisse se reposer le regard. Encore n'est-ce qu'une lueur d'un rouge foncé et sinistre, à l'endroit où règnent le soleil et le vent. Ce n'est qu'un feu rouge, dont sont flétris les nuages pour les punir de faire un pareil temps. La vaste campagne, dans toute son étendue, n'est qu'une longue bande noirâtre à l'aspect lugubre. Les frimas couvrent le poteau indicateur. Il y a du verglas sur le sentier, l'eau n'est pas encore devenue glace, et pourtant elle n'est déjà plus libre. Rien n'a gardé sa forme naturelle, mais le voilà qui vient, qui vient, qui vient. C'est ici, s'il vous plaît, que le grillon se mit de la partie avec un cri, 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 d'une ampleur magnifique, pour faire chorus. Et cela, avec une voix si étonnamment disproportionnée à sa taille, en le comparant à la bouilloire, sa taille, vous n'auriez seulement pas pu la voir, que, s'il avait par hasard éclaté comme un canon trop chargé, et qu'il fût tombé sur la place, victime de son zèle, son petit corps brisé en 1000 pièces, cela n'aurait paru qu'une conséquence forcée, inévitable, de ses efforts surnaturels. La bouilloire avait fini d'exécuter son solo. Elle persévéra avec une ardeur toujours égale, mais le grillon prit le dessus, et s'y maintint. Bon Dieu, comme il criait! Sa voix chevrotante, aiguë et perçante à la fois, résonnait dans la maison, et paraissait scintiller comme une étoile au milieu de l'obscurité qui régnait au dehors. Il y avait dans ses notes les plus élevées un indescriptible petit tremblement qui permettait de croire qu'emporté par l'intensité de son enthousiasme, il ne demeurait point en équilibre sur ses jambes, et se voyait forcé de faire des sauts et des bonds. Cependant, ils allaient très bien ensemble, le grillon et la bouilloire. Le refrain de la chanson était encore le même, et dans leur émulation mutuelle, ils le répétaient d'une voix toujours de plus en plus forte. La jolie petite écouteuse, car elle était jolie et jeune, quoiqu'un peu de ce que l'on appelle rondelette, mais, pour mon goût particulier, je n'y trouve pas à redire, alluma une chandelle, jeta un coup d'œil sur le faucheur en haut de l'horloge, qui faisait une assez jolie récolte de minutes, et regarda en dehors de la fenêtre où l'obscurité ne lui permit de voir que son visage réfléchi dans la vitre. Il est vrai, selon moi, et je suis sûr aussi selon vous, qu'elle aurait pu chercher bien loin sans rien voir d'aussi agréable. Quand elle revint s'asseoir à sa place, le grillon et la bouilloire s'escrimaient encore à chanter avec une sorte de rivalité furieuse, le côté faible de la bouilloire étant évidemment de ne pas savoir quand elle était battue.
Il y avait entre eux toute l'animation d'une course. Cri, 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 un mille d'avance au grillon. La bouilloire bourdonne derrière comme une grosse toupie. Cri, 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 le grillon tourne le coin. La bouilloire le serre de près, la voilà sur ses talons. N'ayez pas peur qu'elle lâche pied. Cri, 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 le grillon est plus florissant que jamais. La bouilloire va doucement, mais elle est solide. Cri, 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 le grillon va l'achever. La bouilloire n'entend pas qu'on l'achève. Jusqu'à ce qu'enfin ils se brouillèrent et se confondirent tellement ensemble, dans le désordre et la précipitation de la course, que pour décider avec quelque apparence si c'était la bouilloire qui criait et le grillon qui bourdonnait, ou si c'était le grillon qui criait et la bouilloire qui ronflait, ou si tous deux criaient et ronflaient tout ensemble, il aurait fallu avoir une meilleure tête que la mienne et peut-être que la vôtre. Mais une chose indubitable, c'est que la bouilloire et le grillon, à un seul et même moment, et par la puissance d'une combinaison qui n'est connue que d'eux, envoyèrent chacun leur consolante chanson du coin du feu sur un rayon de la lumière, qui, brillant au travers de la fenêtre, allait plonger jusqu'au fond du chemin creux. Et cette lumière, frappant en plein sur une certaine personne, qui au même instant s'avançait de ce côté dans les ténèbres, lui expliqua toute la chose en un clin d'œil, c'est à la lettre, et lui cria « Sois le bienvenu chez toi, mon vieil ami, sois le bienvenu chez toi, mon garçon !» Ce but atteint, la bouilloire, battue à plate couture, répandit de colère son contenu en bouillonnant et fut emportée du feu. Madame Peerybingle courut ensuite à la porte où le bruit des roues d'une charrette, le pas d'un cheval, la voix d'un homme, les allées et venues d'un chien transporté de joie et l'apparition aussi surprenante que mystérieuse d'un enfant au maillot causaient une confusion au milieu de laquelle il devenait difficile de s'entendre. D'où venait l'enfant? Ou comment madame Peerybingle le saisit-elle dans ses bras en moins d'une seconde? C'est ce que j'ignore tout à fait. Mais il y avait un enfant plein de vie entre les bras de madame Peerybingle, qui en paraissait joliment fier. Quand elle fut doucement attirée vers le feu par un homme aux formes robustes, beaucoup plus grand et plus âgé qu'elle, et obligée de se baisser en deux pour l'embrasser. Mais elle en valait certes bien la peine. Qu'on me donne 6 pieds et 6 pouces, même au risque d'un lumbago, et je me charge bien d'en faire autant. « Bonté du ciel, John, dit madame Peerybingle, dans quel état vous êtes par le temps qu'il fait ?» On ne pouvait nier, en effet, qu'il en eût souffert. Le brouillard épais pendait à ses cils en gouttes congelées, semblables à des stalactites, et l'action simultanée du feu et de l'humidité faisait éclater de véritables arcs-en-ciel jusque dans ses favoris. « Eh, voyez-vous, mignonne, répondit John lentement, en déroulant un châle qui lui entourait le cou et en se chauffant les mains. Ce n'est pas précisément un temps d'été. Ainsi, rien là d'étonnant. Je voudrais bien, John, vous habituer à ne plus m'appeler mignonne. Je n'aime point ce nom, dit mistress Peerybingle, faisant une moue gentille qui montrait clairement qu'elle l'aimait au contraire beaucoup. Et comment donc voulez-vous que je vous appelle? Reprit John, laissant tomber sur elle un regard accompagné d'un sourire et pressant sa taille d'une étreinte aussi légère que sa large main, et son bras d'Hercule en était capable. Ma mignonne avec son... Ici il jeta un coup d'œil sur l'enfant. Ma mignonne avec son... Non, je ne veux pas dire son mignon, de peur de gâter ce que j'allais dire, mais j'ai bien manqué de faire une plaisanterie. Je ne crois pas en avoir jamais été plus près. À l'en croire, il était souvent sur le point de dire quelque chose de très ingénieux, ce long, lent, lourd, honnête John. Mais s'il avait le corps pesant, il n'en avait pas moins l'humeur contente et légère. S'il était rude à la surface, il n'en était pas moins doux au fond. Il était engourdi au dehors, c'est possible, mais si vif au dedans. Un peu bené, mais si bon enfant. Ô mère nature, donne à tes enfants la véritable poésie du cœur qui se cachait dans la poitrine de ce pauvre voiturier, car disons-le en passant, ce n'était qu'un voiturier. Et nous ne les suivrons pas sans plaisir dans leurs entretiens en ville prose, comme dans les épisodes de leur existence prosaïque. Nous aurons même à te remercier de l'agrément que nous trouverons dans leur compagnie. C'était plaisir de voir Dot, avec sa petite taille et son baby entre les bras, une vraie poupée de baby, regarder le feu d'un air de coquetterie rêveuse et pencher sa délicate petite tête d'un côté, juste assez pour la laisser reposer d'une façon singulière, moitié naturelle, moitié étudiée,
dans le nid qu'elle s'était fait, très gracieusement du reste, sur la large et rude épaule du messager. C'était plaisir à le voir, lui, avec sa tendre gaucherie, s'efforcer d'adapter son grossier appui aux besoins de la légère créature, et de faire de sa virilité déjà mûre un bâton de jeunesse pour l'âge délicat de sa gentille ménagère. C'était plaisir de voir comment Tilly Slowboy, la petite bonne, qui attendait dans le fond qu'on lui donnât le baby, contemplait ce groupe avec ses yeux de 14 ans. Comme elle se tenait là, bouche béante, et les yeux tout grands ouverts, la tête en avant, humant avec avidité cet air salubre de la vie de famille. Il fallait voir encore comment John le voiturier, sur une remarque que lui fit Dot à propos du susdit baby, retint sa main au moment de toucher l'enfant, comme s'il eût craint de le faire craquer entre ses doigts, et, le corps incliné, se contenta de le considérer attentivement à une distance respectueuse, avec une sorte de fierté mêlée d'embarras, l'expression enfin d'un aimable matin qui viendrait à se trouver un beau matin le père d'un jeune canari. N'est-ce pas qu'il est beau, John? N'est-ce pas qu'il est ravissant quand il dort? Très ravissant, dit John, certainement. Et il dort presque toujours, n'est-ce pas? Mon Dieu, non, John. Ah, dit John d'un air pensif. Je croyais qu'il avait généralement les yeux fermés. Oh là! Bonté du ciel, John, comme vous faites tressaillir le pauvre petit. C'est vrai. Cela ne lui vaut rien, n'est-ce pas, de tourner les yeux en l'air comme ça? Dit le messager étonné. Voyez comme il cligne des deux yeux à la fois. Regardez sa bouche. Il est là qu'il ouvre et la ferme de même qu'un poisson en bocal. Vous ne méritez pas d'être père, non, vous ne le méritez pas, dit Dot avec toute la dignité d'une matrone remplie d'expérience. Mais comment connaîtriez-vous les petits mots qui affligent les enfants, John? Vous n'en savez pas même les noms, grand bonnet. Et après avoir retourné le baby sur son bras gauche et lui avoir donné une légère tape sur son dos pour le remettre, elle pinça l'oreille de son mari en riant. Non, fit John, ôtant sa houppelande. C'est bien vrai, Dot. Je ne me connais pas trop à tout cela. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu à soutenir ce soir contre le vent une lutte assez rude. Il soufflait du nord-est, juste dans la charrette, tout le long du chemin à mon retour. Vraiment, mon pauvre bonhomme, s'écria mistress Peerybingle, devenant à l'instant d'une activité prodigieuse. Ici, Tilly, prenez ce précieux trésor, pendant que je vais me rendre bonne à quelque chose. Bon Dieu, je l'étoufferai, je crois, à force de le baiser. Veux-tu bien t'en aller, mon bon chien? Veux-tu bien t'en aller, boxeur? Laissez-moi d'abord faire le thé, John. Je vous aiderai ensuite à serrer les paquets, comme une diligente abeille, comme la petite, et le reste, vous savez, John. Avez-vous jamais appris comme la petite abeille, quand vous alliez à l'école, John? Pas assez pour la savoir entièrement, répondit John. J'en ai été bien près une fois, mais je n'aurais fait que l'estropier, je crois. Ha ha, dit Dot, partant d'un éclat de rire. Elle avait bien le plus joyeux petit rire que vous ayez entendu. Quel cher amour de Nigodino vous faites en vérité, John. Sans contester ce point, le moins du monde, John sortit pour aller voir si le garçon d'écurie, armé d'une lanterne qu'on voyait danser depuis un moment devant la porte et la fenêtre comme un feu follet, avait bien pensé le cheval, beaucoup plus gras certainement que vous ne voudriez le croire, si je vous donnais sa dimension, et si vieux que la date de sa naissance se perdait dans la nuit des âges. Boxer, sentant que la famille tout entière avait droit à ses attentions, qui devaient être réparties impartialement entre chacun de ses membres, entrait et sortait avec une agitation désordonnée, tantôt décrivant un cercle d'aboiements brusques autour du cheval, tandis qu'on le bouchonnait à la porte de l'écurie, tantôt feignant de fondre comme une bête farouche sur sa maîtresse et s'arrêtant de lui-même tout court devant elle, d'un air facétieux. Tantôt arrachant un cri d'effroi à Tilly Slowboy, assise près du feu dans la petite chaise de bonne d'enfant, en lui appliquant, alors qu'elle s'y attendait le moins, son museau humide sur la joue. Tantôt faisant preuve d'un intérêt indiscret pour le baby. Tantôt tournant un nombre indéfini de fois sur lui-même devant le foyer avant de se coucher, comme pour s'y établir pour la nuit, puis se relevant et allant remuer dehors son petit bout de queue à l'air, comme s'il venait de se rappeler un rendez-vous, et qu'il partit au grand trot pour ne pas le manquer. Là, voilà la théière toute prête sur le feu, dit Dot, aussi sérieusement affairée qu'une petite fille qui joue au ménage. Voilà le jambon au froid, voilà le beurre, voilà le petit pain croustillant et le reste. Voici un panier à claire-voie pour les petits paquets, John, si vous en avez quelques-uns. Mais où êtes-vous donc, John?
Surtout ne laissez pas tomber le cher poupon sous la grille, Tilly. Il est bon de savoir que Miss Slowboy, malgré la vivacité avec laquelle elle repoussa cette observation, avait un talent rare et surprenant pour mettre le baby dans des positions difficiles. Plusieurs fois déjà, elle avait exposé sa frêle existence avec un sang-froid qui n'appartenait qu'à elle. Je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause. Ouh. Eh bien, je vais pas vous mentir que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, j'ai l'impression d'être vraiment en super galère. Merci Cat Black pour les encouragements, ça fait plaisir. J'espère que ça va, que c'est pas trop difficile pour vous. Vous le savez, lors de mes lectures, j'ai toujours deux buts. Le premier, c'est la compréhensibilité. Donc j'espère que c'est compréhensible. Et puis ensuite, ça serait l'agréable. Donc si ça peut être compréhensible et agréable pour vous, cette lecture, ça serait parfait. Euh, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. C'est certainement du fait de ne pas avoir fait de lecture depuis un mois. Et puis aussi, et puis aussi parce que on a un style très particulier, je trouve, chez Charles Dickens. Je me remémore un peu le style qu'il y avait dans Un chant de Noël qu'on a lu l'an passé, du coup. Et je reconnais l'écriture et le style de Dickens, même si je trouve que je le reconnais, entre guillemets, dans ses moins bons aspects. Alors son style reste très très agréable et très très cool. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'adore la manière dont le narrateur parle, comme si le lecteur était son pote et tout. Enfin, ça, je trouve ça vraiment super bien foutu. Super, super bien foutu. Il y a une sorte de complicité avec le narrateur qui est très, très cool. Donc ça, je suis toujours à fond dedans. La manière dont est narrée l'histoire en elle-même est très réussie. Par contre, la chose que je trouve un peu compliquée au niveau du style, c'est les phrases un peu alambiquées, les phrases un petit peu à rallonge, avec des propositions qui se suivent les unes les autres, des sous-propositions de sous-propositions de sous-propositions. Et du coup, des fois, il y a un peu ce truc de oula, elle va où cette phrase? On en est où là? À quoi se rapporte ce groupe de mots? Est-ce qu'il se rapporte au sujet de la phrase? Est-ce qu'il se rapporte au complément? Est-ce qu'il se rapporte à autre chose? Bref. Donc, il y a un peu ce truc de beaucoup d'informations par phrase et je pense que c'est aussi un petit peu instillé par justement le ton du narrateur un peu camarade comme ça, parce que du coup il se permet des réflexions sans arrêt. Donc à la fois c'est très agréable et ça fait entrer vachement dans l'histoire et ça la rend hyper sympathique, mais à la fois quand t'as un personnage qui arrête pas de passer du coq à l'âne ou de faire des interventions dans son texte, c'est vrai que faut réussir à le suivre, quoi. Là, il est constamment en train de vous dire, enfin, ça vous le savez. Enfin, oui, c'est vrai que ça me fait penser à ceci. Oh, et puis nana. Bon, voilà. C'est parfois réussi et ça fait mouche et ça fait un effet de style qui va marquer et qui va faire que la phrase va être sublimée. Parfois, je trouve que ça devient compliqué. Donc voilà, je trouve que des souvenirs que j'ai d'un chant de Noël, je trouve que le style est un petit peu plus brouillon, si je puis dire. Ah, bon voilà, hein. Avec, euh, avec ma toute petite permission de critiquer Dickens, hein, voilà. Grand auteur quand même, on va pas déconner, mais ouais. Je trouve que le style est un chouïa plus brouillon que dans Un chant de Noël. Et surtout, ça c'est une corollaire à laquelle on est soumis, c'est que dans ce genre de phrase, avec beaucoup de propositions, c'est difficile pour moi à voix haute de mettre un ton adéquat comme il se doit et de manière certaine. Parce que parfois je vais me laisser surprendre au milieu de la phrase et chose qui ne m'arrive pas, c'est une chose que je vous ai déjà expliqué. Pour bien réussir une lecture à voix haute, je considère qu'il faut un peu se dédoubler le cerveau et faire deux lectures à la fois. À la fois, mes yeux sont en train déjà de lire la suite et de voir la phrase dans sa globalité, et à la fois
ma bouche prononce les mots un peu en décalé. Comme ça, j'ai le temps de process dans mon cerveau où va aller la phrase et comment il faudrait que je mette le ton pour qu'elle sonne bien. Ce qui, du coup, est plus compliqué comme processus quand on a un style de ce genre avec des phrases à rallonge. Avec des phrases à rallonge, avec des phrases alambiquées qui vont prendre à revers et ainsi de suite. Donc voilà, forcément c'est un peu plus dur pour moi. Je vais quand même essayer de faire la meilleure des lectures possible. Je me trouve pas des excuses, hein, mais je vous dis juste mon ressenti et en quoi j'ai l'impression que j'ai un peu du mal là ce soir par rapport à certaines lectures que j'ai déjà pu vous faire. Ceci dit, j'adore l'ambiance pour le moment. Je suis content parce que c'est ce que je vous disais, je voulais un peu prolonger la magie des fêtes et c'est exactement ce que je ressens à la lecture, comme dans Un chant de Noël. Vraiment, j'ai l'impression que l'œuvre de Dickens a dû profondément marquer la culture populaire parce que j'ai l'impression que le type d'ambiance, l'histoire de Noël, etc., c'est typiquement ce qu'on verrait aujourd'hui. Genre dans la manière dont c'est narré, dans la manière dont les personnages interagissent les uns avec les autres, même dans les dialogues. La limite, c'est même poussé, je trouve, à l'extrême, mais en même temps, c'est vrai que dans les contes de Noël, il y a un peu ce truc-là, je trouve, euh, de pousser les curseurs, de pousser les curseurs des personnages pour les rendre à la limite un petit peu caricaturaux, mais en même temps sympathiques parce que voilà, il y a cette bonne ambiance générale. Et ouais, je trouve que dans l'ambiance, on est carrément dans le conte de Noël. Donc ça fait trop trop plaisir. Ce que je trouve très drôle aussi, c'est que au final, le grillon du foyer, on en a parlé un peu, mais au final, pas tant que ça pour le moment. Donc je suis curieux de savoir est-ce qu'il aura un rôle prépondérant dans l'histoire ou est-ce que c'est juste un prétexte à venir à la rencontre de cette famille et justement peut-être du foyer, puisque il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le mot foyer, ça a d'abord été un mot pour désigner l'âtre, donc grosso modo l'endroit dans la cheminée où on fait le feu, quoi, et qu'ensuite par contamination, c'est devenu un mot pour désigner la maison, voire la famille. Donc j'aime beaucoup le fait qu'il y a un peu cette ambiguïté aussi sur le titre avec le grillon du foyer. Et le fait qu'il y ait eu cette scène un petit peu magique, encore une fois un petit peu dessin animé, avec la bouilloire et le grillon qui commencent à chanter ensemble, et puis la lumière qui transporte leur chant jusqu'à dehors. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des images de dessin animé de fou. Donc non, franchement, très très sympathique. Il y a un truc magique comme ça qui se dégage. J'adore. Ok, je vous propose de repartir avec la famille de John, de Dot, de Tilly et du baby. J'aime bien aussi qu'il y ait plein de mots anglais comme ça, c'est marrant. Euh, Ah oui, j'adore. Déjà, désolé, Cat Black, j'ai peut-être overreact, mais j'adore voir quand les gens utilisent mes emotes. Ah oui, Lilith. J'adore voir les gens utiliser mes emotes, ça me fait trop plaisir. Bref, faudrait vraiment que je travaille sur les emotes animés d'ailleurs. C'est un truc qu'il faut que je fasse cette année. Je viens de comprendre le système émoticône. Ah bah je te l'expliquerai un jour si tu veux plus en détail. Bref, sur ce, j'ai l'impression de manquer d'air. C'est vraiment parce que j'ai plus l'habitude de faire des lectures, hein, je pense. Bref, sur ce, je vais reprendre parce qu'on a encore deux fois ce que je viens de vous lire aujourd'hui. Du coup, j'ai dit que je lisais 12 ou 13 pages, donc si je lis 13 pages, ça nous amène à la page 153 grosso modo. Très bien. Sachant que je vous rappelle que là j'ai fait une découpe complètement arbitraire, vraiment, je me suis même pas arrêté au début d'un paragraphe, je me suis arrêté, enfin, je me suis même pas arrêté à un retour à la ligne, c'est ça que je veux dire. Je me suis arrêté en plein milieu. Mais c'était la découpe qui me semblait le plus cool en termes de sens. En vrai, il faut grave que je respire. Je sais pas si c'est quelque chose de vrai,
C'est une impression que j'ai. J'ai l'impression que très souvent, quand j'entame une nouvelle lecture, que ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait et tout, j'ai tendance à avoir un débit beaucoup plus rapide et à beaucoup plus me précipiter que d'habitude. Donc c'est très possible et faudrait peut-être que j'y aille plus chill, plus mollo, que je me mette un peu plus en mode relax. La vieille référence. Bref, on est y part. Bonne écoute, 4 blagues, bonne écoute Lilith, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion. On est parti pour le deuxième tiers de la première partie. À tout à l'heure. Je vous relis le début du paragraphe pour rattacher les wagons. 1. Premier cri. Suite. Il est bon de savoir que Miss Slowboy, malgré la vivacité avec laquelle elle repoussa cette observation, avait un talent rare et surprenant pour mettre le baby dans des positions difficiles. Plusieurs fois déjà, elle avait exposé sa frêle existence avec un sang-froid qui n'appartenait qu'à elle. La jeune personne avait une taille longue et maigre, en sorte que ses vêtements paraissaient toujours en danger de glisser de ses épaules en porte-manteau, auxquels ils étaient négligemment suspendus. Son costume avait cela de remarquable qu'il offrait dans toutes les occasions possibles le déploiement partiel de quelques morceaux de flanelle d'une coupe singulière, et laissait apercevoir dans la région du dos quelques bouts de brassière de corset couleur vert bouteille. Comme elle était dans un état perpétuel d'admiration devant n'importe quoi, et absorbée en outre dans la contemplation incessante des perfections de sa maîtresse et de l'enfant, on peut dire que les petites bévues produites par les distractions de Miss Slowboy faisaient également honneur à son cœur et à sa tête, et quoiqu'elle en fisse moins au front du baby, mis trop souvent dans ces circonstances en contact avec les portes, les dressoirs, les rampes d'escalier, les bois de lit et autres substances hétérogènes, ce n'était après tout que le résultat flatteur de l'étonnement qu'éprouvait sans cesse Tilly Slowboy de se voir si bien traitée et installée dans une maison si confortable. Car les Slowboy, tant du côté paternel que du côté maternel, étaient tous également des mythes inconnus dans l'histoire. Tilly avait été élevée par la charité publique. C'était une enfant trouvée. Et les enfants trouvés n'étant pas des enfants gâtés, sa condition, quoique modeste, ne lui en paraissait que plus heureuse. Cela vous aurait amusé presque autant que John lui-même de voir la petite mistress Peerybingle revenir avec son mari, traînant le fameux panier et faisant les plus énergiques efforts pour ne rien faire du tout, car en somme, c'était John qui le traînait. Il n'est même pas impossible que cette petite scène ait également diverti le grillon. Je serais tenté de le croire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il se remit à chanter avec une nouvelle ardeur. Hé, dit John lentement, selon sa coutume. Il est plus gai que jamais ce soir, je crois. Sûrement. Il nous présage quelque bonne fortune, John. Il nous a toujours porté bonheur. Avoir un grillon dans son foyer, c'est la plus heureuse chose du monde. John la regarda comme s'il était sur le point de croire qu'en ce cas, elle était son grillon en chef, et qu'il était là-dessus tout à fait de son avis. Mais ce fut probablement encore une de ces occasions où il avait manqué de dire un bon mot, car il ne dit rien. La première fois que j'entendis sa joyeuse petite chanson, John, ce fut le soir où vous m'amenâtes chez vous, quand vous m'introduisîtes ici, dans ma nouvelle demeure, pour être sa petite maîtresse. Il y a près d'un an. Vous vous le rappelez, John? Oh oui, John se le rappelait. N'ayez pas peur. Son petit gazouillement me souhaitait la bienvenue d'une manière si expressive. Il semblait si plein de promesses et d'encouragements. Il semblait me dire que vous seriez aimable et bon pour moi, et que vous ne vous attendiez pas, je le craignais alors, John, à trouver une vieille tête sur les épaules de votre folle de petite femme. John, d'un air pensif, donna une petite tape d'amitié sur une des épaules, et puis après sur la tête de Dot, comme s'il voulait dire « Que non, je ne comptais pas là-dessus et je ne me plains pas de ce que j'ai trouvé. » Et il avait bien raison. Ce qu'il avait trouvé n'était déjà pas si mal. Le grillon disait la vérité, John, quand il semblait me le promettre, car vous avez toujours été pour moi bien sûr le meilleur, le plus attentif et le plus affectionné des maris. Vous m'avez rendu cette maison bien heureuse, John, et c'est à cause de cela que j'aime le grillon. Mais alors, moi aussi je l'aime, Dot, dit le messager. Moi aussi je l'aime.
Je l'aime pour les bonnes pensées que son innocente musique a fait naître en moi chaque fois que j'ai pu l'entendre. Quelquefois, le soir, à la tombée de la nuit, quand je me sentais un peu seul et triste, John, avant que le baby fût là, pour me tenir compagnie et égayer la maison. Quand je venais à penser combien vous seriez désolé si je mourais, combien, à mon tour, je le serais si je pouvais savoir que vous m'aviez perdu, mon bon ami. Son cri, 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 venu du foyer, semblait me parler d'une autre petite voix si douce, si chère à mon cœur, que le premier son avait bientôt fait évanouir mon chagrin comme un rêve. Et quand je craignais, je l'ai craint d'abord, John, j'étais si jeune, vous savez, que notre union ne fût un mariage mal assorti, moi n'étant guère qu'un enfant, et vous ayant plutôt l'air de mon tuteur que de mon mari, quand je craignais que vous ne puissiez parvenir, malgré tous vos efforts, à m'aimer autant que vous l'espériez, autant que vous le désirez. Son cri, 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 relevait mon courage et me remplissait d'une nouvelle confiance. Je pensais à toutes ces choses ce soir, mon ami, assise là, à vous attendre, et voilà pourquoi j'aime le grillon. Et moi aussi donc, répéta John. Mais Dot, que je désire, que j'espère pouvoir parvenir à vous aimer. Que voulez-vous dire? Et comment parlez-vous de la sorte? Il y avait longtemps que j'y étais parvenu, avant de vous amener ici pour être la petite maîtresse du grillon, Dot. Elle posa un moment la main sur son bras, et le regarda d'un air ému, et en proie à une certaine agitation, comme si elle eût voulu lui dire quelque chose. Le moment d'après, elle était agenouillée devant le panier, babillant de sa voix animée, et tout occupée des paquets. Il n'y en a pas beaucoup ce soir, John, mais j'ai vu tout à l'heure quelques ballots derrière la voiture, et quoiqu'ils donnent peut-être plus d'embarras, ils rapportent aussi davantage. Nous n'avons donc pas lieu de nous plaindre, n'est-ce pas? Vous en avez d'ailleurs sans doute distribué le long du chemin. Oh, oui, dit John, un bon nombre. Mais qu'est-ce que cette boîte ronde? Cœur de ma vie! John! C'est un gâteau de noces! Il n'y a qu'une femme pour deviner cela, dit John, saisi d'admiration. Un homme n'y aurait jamais pensé. Au lieu de cela, je parie que si vous emballez un gâteau de mariage dans une casse à thé, dans un pliant, dans une caque de saumon mariné, ou dans tout autre contenant aussi peu vraisemblable, une femme mettra immédiatement la main dessus, sans aucun doute. Oui, c'en est un, que j'ai pris chez le pâtissier. Et il pèse je ne sais combien, quelque chose comme 100 livres, s'écria Dot, faisant de grands efforts pour essayer de le soulever. À qui est-il destiné, John? Où va-t-il? Lisez l'adresse de l'autre côté, répondit le messager. Comment? John? Bonté du ciel, John! Hein? Qui l'aurait cru? Reprit celui-ci. Vous ne voulez pas dire, poursuivit Dot, s'asseyant sur le plancher et secouant la tête en le regardant, que c'est Gruff et Tackleton, le marchand de joujoux? John fit un signe d'affirmation. Mistress Peerybingle le répéta 50 fois au moins avec sa tête. Mais chez elle, ce n'était pas une affirmation. C'était un signe de surprise muette et pleine de pitié. Pendant tout ce temps-là, elle serrait ses lèvres et leur imprimait une petite moue pour laquelle elles n'étaient point faites à coup sûr, et continuait à jeter sur le bon messager un regard distrait mais pénétrant. Et Miss Slowboy, de son côté, qui avait un talent mécanique pour reproduire des lambeaux de conversation courante pour l'amusement du baby, mais en les dépouillant de toute espèce de sens et en mettant les noms substantifs au pluriel sans aucune exception, demandait tout haut aux marmots si c'était bien réellement les Gruff et les Tackleton, les marchands de joujoux, si on passerait chez les pâtissiers pour y prendre les gâteaux de noces, et si les mamans savaient bien les reconnaître dans la boîte quand les papas les apportaient dans les maisons. Et ainsi de suite. Et vous croyez que ce mariage se fera réellement? Dit Dot. Mais mon Dieu! Nous allions, elle et moi, à l'école ensemble, John, quand nous étions petites filles. John allait penser à elle, du temps qu'elle était petite fille, et qu'elle allait à l'école. Il ne s'en fallut pas de beaucoup. Il la regardait déjà d'un air de satisfaction rêveuse, mais il se borna là et ne dit mot. Et lui, il est si vieux, il a si peu de rapport avec elle. Dites donc, John, combien d'années Gruff et Tackleton a-t-il de plus que vous? Combien de tasses de thé boirais-je de plus ce soir en une séance que Gruff et Tackleton n'en bu jamais en 4? Voilà ma question, répliqua John avec enjouement, en même temps qu'il approcha sa chaise de la table ronde et attaqua le jambon. Pour ce qui est de manger, Dot, je mange peu.
mais ce peu-là, je le mange avec plaisir. C'était une phrase consacrée de John à chaque repas, une de ses illusions innocentes, car son appétit opiniâtre ne manquait pas de lui donner un démenti formel. Cette fois, elle n'amena pas même le moindre sourire sur les lèvres de sa femme, qui, debout parmi les paquets, repoussa lentement la boîte au gâteau de noces de son petit pied, sans seulement regarder, bien que ses yeux fussent baissés, son soulier mignon dont, en général, elle était assez occupée. Absorbée dans sa rêverie, elle demeurait là debout, ne songeant ni au thé, ni à John, quoique ce dernier l'appelât et frappa sur la table avec son couteau pour éveiller son attention. Jusqu'à ce qu'enfin, il se leva et lui toucha le bras. Elle le regarda alors un instant et courut bien vite prendre sa place à table, à portée de la théière, en riant de sa négligence. Mais ce n'était plus le même rire qu'auparavant. C'est le ton qui fait la musique. Le grillon, lui aussi, s'était tu. Je ne sais pourquoi cette petite chambre n'avait plus la même physionomie joyeuse. Ce n'était plus ça. Ainsi donc, John, voilà tous les paquets, dit Dot, rompant un long silence que l'honnête messager avait consacré à la démonstration pratique d'une partie de sa phrase favorite, prouvant du moins qu'il mangeait avec plaisir ce qu'il mangeait, bien qu'il ne fût pas possible d'admettre avec lui qu'il mangeât peu. Ainsi donc, John, voilà tous vos paquets. C'est tout, dit John. Mais non, je, ajouta-t-il en déposant sur la table sa fourchette et son couteau, et respirant longuement. Je déclare que j'avais tout à fait oublié le vieux monsieur. Le vieux monsieur? Dans la voiture, dit John. Il était endormi sur la paille la dernière fois que je l'ai vu. J'ai été sur le point de me le rappeler 2 fois depuis que je suis arrivé. Mais il m'est encore sorti de la tête. Oh là! Oh! Debout! Levez-vous! Nous voilà arrivés. John prononça ces dernières paroles en dehors de la porte, où il s'était précipité la chandelle à la main. Miss Slowboy, convaincue que ce nom de vieux monsieur, sobriquet du diable en Angleterre, cachait quelque mystère, et associant avec cette expression, dans son imagination ébranlée par des croyances superstitieuses, certaines idées d'une nature peu rassurante, fut si troublée qu'elle se leva en hâte de dessus la chaise basse au coin du feu pour aller chercher protection derrière les jupons de sa maîtresse. Au moment où elle passait devant la porte, ayant heurté un vieillard inconnu, elle lui tomba dessus instinctivement en lui portant une botte avec la seule arme offensive qu'elle eût sous la main. Comme cet instrument se trouva être le baby, il s'ensuivit une grande agitation et une vive alarme que la sagacité de Boxer ne fit qu'accroître, car le brave chien, qui avait plus de mémoire que son maître, avait, à ce qu'il paraît, surveillé le vieux monsieur pendant son sommeil, de peur qu'il ne s'esquivât avec quelques jeunes plants de peuplier liés derrière la voiture, et il le serrait encore de très près, mordant ses jambes hardiment et livrant bataille à ses boutons de guêtre. Ma foi, vous êtes, monsieur, dit John, quand le calme fut rétabli, un beau dormeur. Pendant ce temps-là, le vieux monsieur se tenait debout au milieu de la chambre, immobile et tête nue. Un si beau dormeur, en vérité, que je suis presque tenté de vous demander où sont les 6 autres, si ce n'était pas une plaisanterie que j'aurais bien peur de gâter. J'ai pourtant bien manqué de l'affaire, murmura-t-il avec un gros rire. Ah, oui, j'ai bien manqué, en vérité. L'étranger, qui avait de longs cheveux blancs, de beaux traits, singulièrement fiers et expressifs pour un vieillard, des yeux noirs brillants et pénétrants, regarda tout autour de lui avec un sourire et salua la femme du messager par une grave inclination de tête. Son costume, de couleur brune, était d'une singularité originale par sa coupe et son cachet antique. Il tenait à la main un gros bâton de voyage, brun aussi à l'avenant. Lorsqu'il en eut frappé le plancher, la canne s'ouvrit et devint une chaise sur laquelle il s'assit avec le plus grand calme. Là, dit le messager, se tournant vers sa femme, voilà de quelle manière je l'ai trouvé, assis sur le bord du chemin, immobile comme une borne et presque aussi sourd. Assis en plein air, John? En plein air, répondit le messager, précisément à la tombée de la nuit. Place payée, m'a-t-il dit en me donnant 18 pence. Puis il est monté. Et le voilà. Il va s'en aller, je pense, John. Pas du tout. Il allait seulement parler. Pardon, dit l'étranger avec douceur. Je suis expédié, bureau restant. J'attendrai ici qu'on vienne me chercher. Ne faites pas attention à moi. Là-dessus, il tira d'une de ses grandes poches une paire de lunettes et de l'autre un livre, puis se mit à lire tranquillement,
sans plus s'inquiéter de Boxer que si c'eût été un agneau familier. Le messager et sa femme échangèrent un regard embarrassé. L'étranger leva la tête et passant de la femme au mari. « C'est votre fille, mon ami » demanda-t-il à ce dernier. « Ma femme, » répondit John. « Votre nièce » dit l'étranger. « Ma femme » cria John à tue-tête. « Vraiment » reprit l'autre. « Ah, vraiment. Elle est bien jeune. » Cela dit, il se remit à feuilleter son livre et continua sa lecture. Mais avant d'avoir pu lire 2 lignes, il s'interrompit de nouveau pour dire « Et l'enfant, il est à vous ?» John lui fit de la tête un signe gigantesque, aussi affirmatif que s'il eût trompetté sa réponse à l'aide d'un porte-voix. « Une fille ?»« Un garçon !» hurla John. « Bien jeune aussi, hein ?» Mistress Peerybingle se mêla aussitôt de la conversation. « 2 mois et 3 jours. Vacciné, il y a juste 6 semaines. Le vaccin a parfaitement bien pris. Regardé par le docteur comme un enfant remarquablement beau. Aussi fort que les autres enfants de 5 mois. D'une intelligence vraiment merveilleuse. Vous ne croiriez pas qu'il se tient déjà sur ses jambes ?» Ici la petite mère, hors d'haleine pour avoir crié ces courtes phrases dans l'oreille du vieux monsieur, au point que son joli visage en était devenu cramoisi, tient l'enfant devant lui sur ses jambes comme une preuve sans réplique et triomphante à l'appui de ce qu'elle vient d'avancer, tandis que Tilly Slowboy, avec le cri harmonieux de Ketcher Ketcher, parole mystérieuse qui résonnait à l'oreille comme un éternuement populaire, se mit à cabrioler comme un veau autour de l'innocente petite créature. « Écoutez, on vient le chercher, j'en suis sûr, » dit John. « Il y a quelqu'un à la porte. Ouvrez, Tilly. » Mais, avant que la jeune fille eût pu le faire, la porte avait été ouverte du dehors. Car c'était une de ces portes primitives, à loquet, que chacun pouvait ouvrir à son gré, et bien des gens s'en passaient la fantaisie, je vous assure. Car tous les voisins aimaient à venir échanger une parole ou deux avec le messager, quoiqu'il ne fût pas grand parleur. La porte ouverte donna entrée à un petit homme maigre, soucieux, au visage hâlé, qui semblait s'être fait un surtout avec une toile d'emballage ayant servi à recouvrer quelques vieilles caisses. Car, lorsqu'il se tourna pour refermer la porte, afin de ne pas laisser entrer le froid, il montra inscrites par derrière au dos de ce vêtement les initiales G et T, inscrites en grande capitale noire, et le mot fragile en toutes lettres. « Bonsoir, John, » dit le petit homme. « Bonsoir, madame. Bonsoir, Tilly. Bonsoir, l'inconnu. Comment va l'enfant, madame? Boxer va bien, j'espère. »« Tout le monde va à merveille, Caleb, » répondit Dot. « Pour vous en convaincre, vous n'aurez qu'à regarder ce cher amour d'enfant d'abord. »« Ou bien encore, je n'ai qu'à vous regarder vous-même, » dit Caleb. Pourtant, il ne la regarda pas, car son œil errant et soucieux avait toujours l'air d'être ailleurs, comme sa voix n'était jamais à ce qu'il disait. « Ou bien encore John, » ajouta Caleb. « Ou Tilly, ou Boxer même. »« Vous êtes occupé dans ce moment, Caleb » demanda le messager. « Oui, John, assez, » répondit l'autre de l'air distrait d'un homme qui chercherait pour le moins la pierre philosophale. « Pas mal comme cela. On court après les arches de Noé. J'aurais bien voulu perfectionner la famille, mais je ne vois pas trop comment faire en la donnant à ce prix. Ce serait pourtant une satisfaction véritable pour moi de distinguer d'une manière plus nette Sem de Cham et les femmes de leurs maris. Les mouches non plus, voyez-vous, lorsqu'on les compare aux éléphants, ne sont pas assez bien proportionnées. Mais à propos, John, avez-vous quelques paquets pour moi ?» Le messager mit la main dans l'une des poches de la houppelande qu'il avait quittée et en retira soigneusement enveloppé de papier et de mousse un petit pot de fleurs. « Voilà, » dit-il en le rajustant avec le plus grand soin. « Pas la moindre feuille endommagée. Des boutons en masse. » L'œil terne de Caleb s'illumina en prenant l'arbuste, et il remercia son ami. « C'est cher, Caleb, » dit ce dernier. « Très cher dans cette saison. »« N'importe, je le trouverai toujours bon marché, quel qu'en soit le prix, » répondit le petit homme. « Y a-t-il autre chose, John ?»« Une petite boîte, » fit le messager. « La voici. »« Pour Caleb Plummer, » dit le petit homme en épelant l'adresse. « 100 francs. »« 100 francs, John ? Je ne crois pas que ce soit pour moi. »« Sans frais, » reprit le messager en regardant par-dessus son épaule. « Où preniez-vous donc 100 francs ? » « Oh, bien sûr, » dit Caleb. « C'est cela, sans frais. Oui, oui, c'est bien mon adresse.
Ce n'est pas qu'il aurait bien pu aussi y avoir 100 francs, John, si mon pauvre garçon, qui est parti pour la Californie, vivait encore. Vous l'aimiez comme un fils, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais. Je le sais de reste. Ah, Caleb Plummer sans frais. Oui, oui, c'est bien cela. Une boîte d'yeux de poupée pour le travail de ma fille. Je voudrais bien que ses yeux se retrouvassent aussi au fond de cette boîte, John. Et moi aussi, Caleb. Je le souhaiterais de bon cœur, comme vous. Merci, reprit le petit homme. Votre langage part du cœur. Pensez qu'elle ne pourra jamais voir ces poupées qui sont là fixant leurs yeux sur elle, tout le long du jour. N'est-ce pas déchirant? Que vous dois-je pour votre peine, John? Je vais vous en faire de la peine, dit John, si vous me répétez votre question. Dot, j'ai été bien près de... Je vous reconnais bien là, dit le petit homme. C'est bien là votre bonté ordinaire. Voyons, je crois que c'est tout. Je ne crois pas, moi, dit le messager. Cherchez encore. Quelque chose pour notre patron, hein, fit Caleb, après avoir réfléchi un instant. Vous avez raison, c'est pour cela que je venais. Mais ma tête bat tellement la campagne à propos de ces arches de Noé et du reste. Il n'est pas venu ici, dites. Lui, répondit le messager. Non, certes, il est trop occupé à faire sa cour. Il doit venir, cependant, dit Caleb, car il m'a recommandé de prendre par le chemin qui conduit chez nous, qu'il y aurait 10 à parier contre un que je le rencontrerais. À propos, je ferais mieux de m'en aller. Mais auparavant, madame, ne voudriez-vous pas avoir la bonté de me laisser pincer la queue de boxeur une petite seconde? Le permettez-vous? Quoi? Caleb, quelle singulière question. Pardon, madame, dit le petit homme, ne faites pas attention, car peut-être que ce ne serait pas non plus beaucoup de son goût. Je viens de recevoir, voyez-vous, une commande assez forte de chiens jappans, et je désirerais approcher de la nature, autant que cela se peut au prix de 12 sous. Voilà tout, madame. N'y pensons plus. Il arriva heureusement que Boxer, sans qu'on eût besoin de lui appliquer le stimulant proposé, se mit à aboyer avec une ardeur exceptionnelle. Mais comme cet aboiement annonçait l'arrivée du nouveau visiteur, Caleb, remettant à un moment plus favorable son étude d'après nature, chargea la boîte ronde sur une épaule et prit congé à la hâte. Il aurait pu s'épargner toute cette agitation, car il rencontra le nouveau venu avant de passer la porte. Et je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause, la dernière, puisque où se trouve la deuxième partie du bouquin? Pipapou pipou. C'est page 165. Ah, bah mince, j'aurais pu couper plus tard. Écoutez. J'aurais pu couper plus tard, c'est pas très très grave. Quoique, en vrai, ça va. En vrai, ça va, on est bien, on est bien. Bref. Je vais reavoir à peu près le même nombre de pages à vous lire. Et du coup, bonsoir, petite Sab, si tu es toujours parmi nous. Et si tu es toujours parmi nous, bah, un grand merci pour ce 4e mois consécutif d'abonnement. C'est très très gentil de ta part. Gracias. Et puis je sais pas quoi dire de plus que merci en fait, donc merci en fait. Eh ben, faut que je reprenne mon air là, je sens que j'ai du mal. J'ai l'impression que d'avoir ralenti le rythme sur cette partie de lecture, ça m'a bien aidé quand même. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus... d'avoir mieux lu. Peut-être que je suis en train de me refaire là, doucement. J'ai l'impression d'avoir mieux lu qu'à la première partie. C'est aussi peut-être le fait qu'il y a eu pas mal de dialogues, donc ça change un petit peu de la narration alambiquée. Euh, mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe. On a une sorte de mini-théâtre qui se joue devant nos yeux, c'est assez intéressant. C'est sympathique, je trouve, ce genre d'histoire où on a des personnages attachants, on a un lieu consacré, et après ça va être entre guillemets l'auberge espagnole. On va voir plein de gens passer, on va voir les liens entre les personnages et tout. Et je trouve qu'encore une fois, stylistiquement, Dickens, il est vraiment pas dégueu parce que même dans certains mots de dialogue, on comprend beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses sur les liens qu'entretiennent les personnages, sur le passif et sur le background des personnages. Là, par exemple, le personnage de... comment il s'appelait Pipapoupipu de Caleb.
Le personnage de Caleb, je trouve qu'il est très bien caractérisé dans sa manière de parler, il est complètement différent des autres personnages. Je reconnais carrément un archétype de personnage cohérent et crédible, quoi. Vraiment ce personnage qui pourrait partir dans tous les sens, parler de tout et n'importe quoi, et sembler complètement dans la lune. Donc ça, je trouvais ça très bien fait. Et le fait que, voilà, il parte complètement dans la lune permet que, subtilement, il va glisser plein de petites infos, et ça nous tisse une toile de fond comme ça, où on peut facilement s'attacher aux personnages et comprendre leur histoire, leurs relations, leur famille, etc. Donc j'aime beaucoup. Ouais, Caleb, je trouve ça trop cool. Je suis assez d'accord avec toi, mais j'aime beaucoup, beaucoup les pseudos de tous les personnages qu'on a. Enfin, les pseudos. Les sonorités, en fait. J'avais déjà remarqué ça sur un chant de Noël. J'aime beaucoup les sonorités des noms propres dans les textes de Dickens. Donc en fait, je pense que j'aime bien tout simplement l'Angleterre victorienne, puisqu'il me semble qu'il date de cette époque, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que voilà, tout simplement j'aime ça. Je trouve que c'est des, je sais pas, je trouve que c'est des sonorités intéressantes. Alors c'est pas facile pour moi en lecture à voix haute du coup, parce que toujours prononcer de manière un peu exagérée le John, enfin voilà, genre faire John, Caleb Plummer, euh, Toutoum, bien prononcer, mince, elle est où? Elle est où? Elle est où? Bien prononcer Peribingle au lieu de prononcer Péribingle. Voilà, bon là j'exagère bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en lecture à voix haute, ce genre de sonorité britannique, beaucoup plus britannique qu'américain d'ailleurs. Ce genre de sonorité britannique, ça me demande toujours un petit effort de concentration parce que c'est des sonorités qui, je trouve, ne sont pas faciles à ressortir en plein milieu d'un texte en français. Autant il y a des mots, genre les mots allemands. Les mots allemands, je trouve ça moins difficile à sortir au sein d'un texte français. Les mots anglais, ça dépend. Quand c'est américain, je trouve ça moins difficile. Quand c'est britannique, je trouve ça plus difficile. Et puis après, quand c'est des mots d'autres origines, ça va vraiment dépendre du mot et de l'origine parce que bah, je suis pas multilingue à l'infini. Je suis pas déjà bilingue, je me considère pas bilingue. En anglais, ça va, je me démerde. En japonais, j'ai deux trois bases. En allemand, il m'en reste deux trois trucs. Mais sinon, vraiment, je suis pas très. Je suis beaucoup moins doué en langue que ce que j'aurais voulu. Parce que quand même, j'ai fait du français, de l'anglais, de l'allemand, du japonais, du latin. Donc en soi, je connais des trucs, mais ça a plus nourri ma connaissance de la langue française au final que vraiment ces langues-là chacune. Bref, bref, bref. Sur ce, je vous propose une chose, c'est qu'on reprenne la lecture parce que je suis vraiment bien dans l'ambiance et du coup j'ai envie de me dire qu'on enchaîne tout simplement. J'ai envie de voir ce qui va se passer dans la fin de cette première partie. Surtout que, encore une fois, j'aime bien la galerie de personnages. J'aime bien la galerie de personnages un peu haut en couleur. Caleb, là, je l'imagine vraiment, vraiment bien, bien, bien. Et puis, le personnage qu'on a eu juste avant, l'espèce de vieillard trop bizarre qui à chaque fois dit des trucs à côté de la plaque, je le trouvais hyper intrigant. Je me suis demandé si ça allait être justement le personnage un petit peu provocateur d'événements néfastes, si ça allait être le perturbateur de l'histoire, vu qu'on parlait de lui en termes de diable et ainsi de suite. Apparemment non. Peut-être qu'il va y avoir une suite avec ce personnage. En tout cas, très intrigué et j'aime bien cette galerie de personnages. Même si, encore une fois, en termes, justement, vu que j'étais en train de parler de la structure du texte, en termes de structure de texte, c'est assez non conventionnel, je trouve. J'ai vachement de mal à voir où ça va aller. On nous montre plus une bribe de, de vie, une bribe de vie d'une famille comme ça,
plutôt que de nous raconter une histoire avec une problématique qu'on va résoudre et ainsi de suite. Donc je suis très intrigué. Est-ce qu'il va y avoir une problématique à résoudre? Certainement. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Découvrons-le ensemble. Bref, je reprends un petit peu en arrière pour attacher les wagons encore une fois. Et on enchaîne sur l'arrivée d'un nouveau personnage. Bonne écoute, Cat Black, bonne écoute Lilith, bonne écoute à tous dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent sur YouTube. Je vous souhaite pour la dernière fois de passer un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du live. 1. Premier cri. Suite et fin. Mais comme cet aboiement annonçait l'arrivée du nouveau visiteur, Caleb, remettant à un moment plus favorable son étude d'après nature, chargea la boîte ronde sur une épaule et prit congé à la hâte. Il aurait pu s'épargner toute cette agitation, car il rencontra le nouveau venu avant de passer la porte. « Oh oh, vous êtes encore ici. Eh bien, attendez un peu. Je vous ramènerai chez vous. John Peerybingle, votre serviteur, et surtout le serviteur de tout mon cœur de votre jolie femme. Plus jolie chaque jour, et meilleure aussi, s'il est possible. Et plus jeune aussi, murmura-t-il à voix basse. C'est là le diable. Je serais étonné de vous voir faire tant de compliments, monsieur Tackleton, dit Dot d'assez mauvaise grâce, si votre situation nouvelle ne nous en donnait pas l'explication. Ainsi vous savez tout. J'ai fait tout mon possible pour le croire, reprit Dot. Ça n'a pas été sans peine, à ce que je vois. Vous avez raison. Tackleton, le marchand de jouets, assez généralement connu sous le nom de Gruff et Tackleton, c'était la raison sociale, quoique Gruff fût mort déjà depuis longtemps, laissant à son associé son nom, et au dire de bien du monde, l'humeur renfrognée que le dictionnaire attache à ce mot malsonnant. Tackleton, le marchand de jouets, était un homme dont la vocation avait été complètement méconnue de ses parents et tuteurs. S'ils en avaient fait un prêteur sur gage, un procureur cupide, un huissier ou un courtier, il aurait pu jeter sa mauvaise gourme dans sa jeunesse, et après avoir épuisé toute la malignité de son naturel dans les devoirs désagréables de son état, il aurait pu finir par redevenir aimable quand ce n'aurait été que par l'attrait de la nouveauté. Mais, réduit à s'échauffer la bile en demeurant cloué à ses paisibles occupations de marchand de jouets, c'était un véritable ogre domestique, qui toute sa vie avait vécu aux dépens de la bourse des enfants sans cesser d'être leur implacable ennemi. Il méprisait tous les joujoux, n'en aurait pas acheté un seul pour le monde entier. Il trouvait dans sa malice un singulier plaisir à donner des visages remplis d'une expression farouche aux fermiers de carton qui conduisaient leurs porcs au marché, aux crieurs publics qui annonçaient une récompense honnête à quiconque aurait retrouvé une conscience d'avocat perdu, aux vieilles dames mécaniques qui ravaudaient des bases ou découpaient des pâtés, ainsi qu'aux autres personnages qu'on trouvait à acheter dans sa boutique. Il éprouvait un véritable bonheur à imaginer des masques effrayants, des diablotins à surprise, hideux, crépus, aux yeux rouges, des cerfs-volants vampires, des bateleurs démoniaques qu'on ne peut pas tenir renversés, mais qui se relèvent toujours, pour courir après les petits enfants mourant de peur. C'était sa seule consolation, et si je puis dire, la soupape de sûreté par laquelle s'échappait son mauvais caractère. Il avait vraiment du génie pour ces sortes d'inventions, et l'idée de quelques cauchemars nouveaux lui causait un bonheur indicible. Il avait même perdu de l'argent. C'était là, par exemple, le seul jouet qu'il affectionnait véritablement, à se procurer des sujets infernaux de lanternes magiques, où les puissances des ténèbres étaient représentées sous la forme de crustacés surnaturels à face humaine. Il avait encore compromis un petit capital à exagérer la taille effrayante de ces géants, et quoiqu'il ne fût pas peintre lui-même, il pouvait indiquer aux artistes qu'il employait, à l'aide d'un morceau de craie, de certains regards furtifs destinés à modifier d'une si étrange façon les physionomies de ces monstres, que leur vue était après cela capable de jeter l'effroi dans l'âme de tous les jeunes gentlemen de 6 à 11 ans, pendant toute la durée des vacances de Noël ou de Pâques. Ce qu'il était en joujou, il l'était comme de raison dans tout le reste. Vous pouvez, en conséquence, aisément supposer que sa grande redingote verte, boutonnée jusqu'au menton, et qui lui descendait jusqu'au mollet, recouvrait un individu déplaisant au possible. Figurez-vous le plus distingué, le plus agréable personnage qui ait jamais chaussé une paire de grosses bêtes de bottes à revers, couleur acajou. Et cependant, Tackleton, le marchand de jouets, allait se marier. Oui,
En dépit de tout cela, il allait se marier, et à une jeune femme encore, une belle jeune femme. Il ne ressemblait guère à un fiancé, lorsqu'il parut dans la cuisine du messager, avec sa face sèche et froide comme une corde à puits, sa taille en tire-bouchon, son chapeau rabattu en avant sur le bout de son nez, ses mains plongées jusqu'au fond de ses poches, et toute sa méchante nature pétrie de sarcasme se faisant jour par un petit coin de son petit œil, comme l'essence concentrée d'une multitude de corbeaux. Et pourtant, c'était bien la Lobe qui allait se marier. Encore 3 jours, dit-il. Jeudi prochain, le dernier jour du premier mois de l'année, sera le jour de mes noces. Ai-je remarqué qu'il avait toujours un œil tout grand ouvert et l'autre presque fermé, et que c'était l'œil presque fermé qui était toujours l'œil expressif? Je ne crois pas l'avoir dit. Oui, c'est le jour de mon mariage, répéta Tackleton en faisant sonner son argent dans son gousset. Tiens, c'est aussi l'anniversaire de notre mariage, s'écria le messager. Ha ha, ajouta Tackleton en riant. Voilà qui est drôle. Vous faites justement un couple tout pareil au nôtre. Les deux font la paire. L'indignation de Dot, lorsqu'elle entendit une assertion aussi présomptueuse, ne saurait se dépeindre. Il ne manquait plus que son imagination téméraire allât jusqu'à ambitionner la possibilité d'un autre baby tout pareil aussi, sans doute, à son cher nourrisson. Cet homme était fou, en vérité. Ah ça, mais j'ai un mot à vous dire, murmura Tackleton, en poussant du coude le messager et le tirant à part. Vous viendrez à la noce. Nous sommes logés à la même enseigne, vous savez. Logés à la même enseigne? Et comment cela? Demanda John. Une petite différence d'âge entre époux, vous savez bien, dit Tackleton en le poussant de nouveau du coude. Allons, venez auparavant passer une soirée avec nous. Pourquoi? Demanda John, étonné de cette hospitalité pressante. Pourquoi? Répondit l'autre. Voilà une nouvelle manière de recevoir une invitation. Pourquoi? Mais pour le plaisir, pour l'agrément de la société et tout cela. Je ne vous ai jamais vu si sociable, dit John avec sa simplicité et sa franchise habituelle. Ta, je vois qu'il ne sert de rien d'user de détours avec vous, dit Tackleton. Il vaut mieux aller droit au but. Eh bien, alors la vérité est que vous avez, vous, et votre femme, quand vous êtes ensemble, ce que les gens du monde appellent un air confortable. Nous savons bien qu'en penser, nous autres, mais... Comment? Nous savons bien qu'en penser, interrompit John. Que voulez-vous dire? Bien, bien. Nous ne savons pas qu'en penser, alors si vous voulez, dit Tackleton. Nous ne nous disputerons pas là-dessus. Comme il vous plaira, qu'importe d'ailleurs. Je voulais donc dire que parce que vous avez cette sorte d'apparence satisfaite, votre société produira un effet favorable sur la future mistress Tackleton. Et quoique je ne croie pas votre bonne dame très bien disposée pour moi en cette affaire, elle ne pourra néanmoins s'empêcher d'entrer dans mes vues, car il y a un extérieur de satisfaction et de contentement répandu autour d'elle, qui fait toujours un bon effet, quel que soit le fond des choses. Vous viendrez, j'y compte. Nous nous sommes arrangés pour fêter l'anniversaire de notre mariage, tant que nous pourrons, dans notre intérieur, répondit John. C'est une promesse que nous nous sommes faite à nous-mêmes depuis 6 mois. Nous pensons, voyez-vous, que notre chez nous... Bah, qu'est-ce que c'est que ça, votre chez vous? S'écria Tackleton. 4 murs et un plafond. Tiens, pourquoi donc ne tuez-vous pas ce grillon? Il y a longtemps que je l'aurais fait à votre place. Moi, je n'en laisse pas un. Je déteste leur vacarme. Il y a aussi chez moi 4 murs et un plafond. Aussi, vous venez me voir. Vous tuez vos grillons, hein? Dit John. Je les écrase, monsieur, répartit l'autre, en laissant retomber lourdement son talon sur le plancher. Allons, promettez-moi de venir. C'est dans votre intérêt autant que dans le mien. Vous savez que nos femmes se persuadent mutuellement qu'elles sont heureuses et contentes et qu'elles ne pourraient l'être davantage ailleurs. Je connais les femmes. Ce qu'une femme dit, l'autre femme est toujours déterminée à le soutenir. Il y a entre elles, monsieur, un tel esprit d'émulation, que si votre femme dit à la mienne « Je suis la plus heureuse femme du monde, mais mon mari est le meilleur des maris. Je l'adore. » Ma femme dira la même chose à la vôtre, ou même ira plus loin, et finira presque par le croire. Voulez-vous donc dire, demanda le messager, qu'elle ne... Qu'elle ne... s'écria Tackleton avec un rire bref, aigu. Qu'elle ne quoi? John avait eu quelque velléité d'ajouter « vous adore pas ». Mais étant venu à rencontrer l'œil à demi fermé de Tackleton, au moment où il s'arrêtait sur lui en clignotant par-dessus le collet relevé de sa redingote, dont la pointe semblait prête à le lui crever, il comprit que, dans toute la personne de cet être singulier, il y avait si peu de choses qui méritât l'adoration, qu'il substitua une autre phrase à la première,
et continua ainsi. Ne la crois pas du tout. Ah, rusé compère, vous plaisantez, dit Tackleton. Mais John, quoique lent à comprendre toute la portée de ce qu'il avait eu l'intention de dire, le regarda d'un air si sérieux que Tackleton se vit forcé de s'expliquer plus catégoriquement. J'ai la fantaisie, dit-il en levant sa main gauche et tapant légèrement sur l'index comme pour dire Me voilà moi, Tackleton. J'ai la fantaisie, monsieur, d'épouser une jeune et jolie femme. Ici, il frappa sur son petit doigt. Celui-là désignait la future. Aussi, quand il tapa dessus, il ne le ménagea pas, il lui fit sentir son maître. Je suis en état de me passer cette fantaisie, et je le fais, c'est mon caprice. Mais, maintenant, regardez par ici. Il lui montrait du doigt Dot assise, pensive et rêveuse, devant le feu, tenant appuyé sur sa main son joli menton orné d'une gracieuse fossette et contemplant la flamme brillante. Le messager la regarda, puis le regarda, puis elle encore, et revint à lui de nouveau sans rien comprendre. « Elle vous honore et vous obéit, sans aucun doute, » continua Tackleton. « Et je ne suis pas un homme de sentiment, moi, je n'en demande pas davantage. Mais pensez-vous qu'il y ait quelque chose de plus ?»« Je pense, » observa le messager, « que je jetterai par la fenêtre tout homme qui dirait le contraire. »« C'est exactement cela, » reprit l'autre avec une vivacité d'adhésion extraordinaire. « Oui, certainement, c'est positif. Vous le feriez comme vous le dites. J'en suis persuadé. Bonsoir, bonne nuit, de bons rêves. » Le bon John fut troublé, et éprouva, en dépit de lui-même, un malaise mêlé d'incertitude. Il ne put s'empêcher de le laisser paraître à sa manière. « Bonsoir, mon cher ami, » fit Tackleton d'un air compatissant. « Je pars. Nous sommes en réalité exactement semblables l'un à l'autre, à ce que je vois. Vous ne voulez pas nous donner la soirée de demain ? Eh bien, je sais où vous allez faire une visite le jour d'après. Je vous rencontrerai là, et j'y amènerai ma future. Cela lui fera du bien. Vous êtes un homme charmant. Merci. » « Merci. Qu'est-ce que c'est que cela ?» C'était un grand cri poussé par la femme du messager, un cri aigu, un cri soudain, qui fit résonner la chambre comme un vase de verre. Elle s'était levée de son siège et demeurait debout pétrifiée en quelque sorte par la terreur et la surprise. L'étranger, lui, s'était approché du feu pour se chauffer et se tenait à 2 pas de sa chaise, mais toujours calme et silencieux. « Dot !» s'écria le voiturier. « Marie, mon trésor, qu'est-ce ? Qu'y a-t-il » En un moment, tout le monde fut auprès d'elle. Caleb, qui commençait à s'endormir sur la boîte du gâteau de noces, réveillé en sursaut, avait, dans le premier instant de trouble, saisi Miss Slowboy par les cheveux. Mais dès qu'il eut recouvré ses sens, il lui fit aussitôt des excuses. « Marie !» s'écria John en soutenant sa femme dans ses bras. « Êtes-vous malade ? Qu'est-ce donc ? Parlez-moi, cher ami !» Elle ne répondit qu'en se frappant les mains l'une contre l'autre et en partant d'un grand éclat de rire. Puis, se laissant glisser les bras de John sur le plancher, elle se couvrit le visage de son tablier et fondit en larmes. Puis elle recommença à rire, pleura encore, trouva qu'il faisait froid, se laissa ramener par son mari près du feu, où elle s'assit comme auparavant. Le vieil étranger, lui, demeurait toujours debout, calme et en silence. « Je suis mieux, John, dit-elle. Je suis tout à fait bien mieux maintenant. Mais en parlant à John, elle regardait de l'autre côté. Pourquoi donc se tourner vers le vieil étranger comme si elle se fût adressée à lui ? Est-ce qu'elle perdait la tête ? Pure imagination, cher John, une espèce de rencontre subite, quelque chose comme une apparition soudaine se dressant tout à coup devant mes yeux. Je ne sais trop ce que c'était. Mais tout est fini. C'est parti tout de suite. Je suis bien aise que ce soit parti, marmotta Tackleton, promenant son œil expressif tout autour de la chambre. Je serais curieux de savoir où cela est allé et ce que c'était. Caleb, venez par ici. Qui est cet homme à cheveux gris ? Je ne sais pas, monsieur, répondit Caleb à voix basse. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Une belle figure de casse-noisette, un modèle tout à fait nouveau. Avec une mâchoire à charnière qui rabattrait en s'ouvrant sur son gilet. Ce serait délicieux. Pas assez laid, dit Tackleton. Ou bien encore pour une boîte à briquet, observa Caleb, plongé dans une profonde contemplation. Quel modèle! Dévissez-lui la tête pour placer les allumettes, tournez-lui les talons en l'air pour la bougie. Tenez, tenez, dans cette attitude, quel charmant briquet à mettre sur la cheminée d'un gentleman. Il n'est pas à moitié assez laid, reprit Tackleton. On ne peut rien en faire. Allons,
chargez-vous de cette boîte. Cela va bien maintenant, j'espère. Oh, c'est fini, entièrement fini, dit la petite femme, se hâtant de le congédier du geste. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame, fit Eccleston. Bonsoir, John Peerybingle. Prenez garde à la manière dont vous portez cette boîte, Caleb. Laissez-la tomber et je vous assomme. Il fait noir comme dans un four, le temps est pire que jamais. Diable. Bonsoir. Il se dirigea ainsi vers la porte, non sans avoir promené dans toute la chambre un autre regard scrutateur, et suivi de Caleb portant le gâteau de noces sur la tête. Le messager avait été si fort abasourdi par l'accident arrivé à sa petite femme, si occupé à la calmer et à lui donner des soins, qu'il avait presque entièrement oublié la présence de l'étranger, jusqu'à ce qu'il l'aperçût enfin là toujours debout, et maintenant le seul étranger dans sa maison. Il n'est pas des leurs, vous voyez, dit John. Il faut que je lui donne à entendre qu'il est temps de s'en aller. Je vous demande pardon, l'ami, dit le vieillard s'avançant vers lui, d'autant plus que je crains que votre femme ne se soit trouvée indisposée. Mais la personne dont mon infirmité, en même temps il porta la main à ses oreilles et secoua la tête, rend les soins presque indispensables n'étant pas arrivés, je crains qu'il n'y ait eu quelque méprise. Le mauvais temps qui, ce soir, m'a fait trouver si agréable l'abri de votre bonne voiture, puissais-je n'en jamais avoir de pire, est aussi affreux que jamais. Voudriez-vous avoir l'extrême bonté de me donner un lit chez vous en payant? Oui, oui, s'écria Dot. Oui, certainement. Oh, oh, dit le voiturier surpris de ce consentement si prompt. Bien, bien, je n'irai pas à l'encontre. Toutefois, je ne suis pas absolument sûr que... Chut, John, fit Dot l'interrompant. Bah, il est sourd comme une borne. Je le sais, mais... Oui, monsieur, certainement. Oui, certainement. Je vais lui faire un lit tout de suite, John. Au moment où elle sortit précipitamment pour tout préparer, le trouble et l'agitation qui se montraient dans sa personne avaient quelque chose de si étrange que le messager, la suivant du regard, demeura confondu. « Et ces petites mamans font donc des lits » cria Miss Slowboy à l'enfant. « Et ses cheveux sont devenus noirs et frisés quand ses bonnets étaient ôtés, et c'est ce qui a fait peur au petit Mimi chéri assis près des feux. » Par suite de cette attraction inexplicable que les bagatelles les plus insignifiantes exercent souvent sur un esprit en proie à des doutes confus, le messager, tout en se promenant de long en large à pas lents dans la chambre, se surprit à répéter mentalement, à diverses reprises, les absurdes paroles de Tilly. Il les répéta si souvent qu'il les apprit par cœur, et les récitait comme une leçon, lorsque Miss Slowboy, après avoir frictionné avec la paume de sa main, selon la pratique hygiénique des bonnes, la petite tête chauve de son baby, aussi longtemps qu'elle le crut utile à sa santé, lui remit ensuite son bonnet et noua le ruban sous le menton. Et fait peur au petit Mimi chéri assis près des feux. Qu'est-ce qui a donc fait peur à Dot, je voudrais bien le savoir, murmurait le messager, continuant d'aller et venir. Il chassait de son cœur les insinuations perfides du marchand de jouets, et pourtant elles le remplissaient d'un sentiment de malaise vague, indéfini. Car Tackleton était un esprit vif et fin, tandis que lui, il se rendait la triste justice qu'il n'avait pas l'esprit bien ouvert. Ce qui faisait qu'une allusion indirecte ou une réticence lui mettait l'esprit à l'envers. Il n'avait certainement pas l'idée de rattacher en rien ce que lui avait dit Tackleton à la conduite extraordinaire de sa femme. Mais ces deux sujets de réflexion se présentaient en même temps à son esprit sans qu'il pût parvenir à les séparer. Le lit fut bientôt prêt. L'étranger, refusant tout autre rafraîchissement qu'une tasse de thé, se retira. Alors Dot, complètement remise, disait-elle, arrangea le grand fauteuil dans le coin de la cheminée pour son mari, bourra sa pipe, la lui donna, et prit son petit tabouret, accoutumé à côté de lui, près du feu. Elle ne manquait jamais de s'asseoir sur ce petit tabouret-là. Il fallait qu'elle eût dans l'idée que c'était un petit câlin de tabouret, propre à faire valoir près de son mari ses charmes séducteurs. Dot était bien d'ailleurs la femme la plus habile à bourrer une pipe, il faut le dire, qu'on pût trouver dans les 4 parties du monde. Rien de plus ravissant que de la voir introduire dans le fourneau son petit doigt potelé, puis souffler dans la pipe pour en nettoyer le tuyau, puis, quand elle avait fait cela, affecter de croire qu'il y avait réellement quelque chose dans le tuyau, y souffler une 12aine de fois, l'appliquer à son œil comme un télescope en regardant au fond avec une mine agaçante qui allait si bien à sa bonne petite figure. Quant au tabac, personne n'était dans le cas de lui en remontrer là-dessus.
Lorsqu'elle prenait un morceau de papier renflammé pour allumer la pipe, tandis que le bon messager la tenait à la bouche, sans jamais lui griller le nez, bien qu'elle s'en approchât de très près, ce n'était pas de l'adresse, c'était de l'art, ou plutôt du génie. Le grillon et la bouilloire reprirent leur chanson comme pour lui rendre hommage, et le feu lança tout à coup des jets de flammes brillantes pour la louer à sa manière. Et le petit faucheur de l'horloge, poursuivant son travail, dont personne ne remarquait le progrès, n'y était pas non plus insensible. Et le bon messager, le front déridé, la face épanouie, fut le premier de tous à lui en savoir gré. Tandis qu'il fumait sa vieille pipe d'un air grave et pensif, que l'horloge hollandaise faisait entendre sans interruption son tic-tac monotone, que le feu flambait joyeusement dans l'âtre et que le grillon redoublait à plein gosier, ce bon génie familier du foyer, car il valait bien les dieux pénates, évoqua dans l'esprit de l'heureux John, sous une forme féerique, une multitude d'images de son bonheur domestique. Des dots de tout âge et de toute taille se mirent à remplir la chambre. Des dots, enfants joyeuses, qui couraient devant lui et qui cueillaient des fleurs dans les champs. Des dots modestes, tantôt le repoussant à demi, tantôt cédant à demi aux supplications pleines de tendresse que lui adressait sa rude image. Des dots nouvellement mariées, franchissant le seuil de sa maison, et prenant, en bonne ménagère, possession des clés des armoires. De petites dots devenues mères, servies par des slowboys fictives, portant des enfants au baptême. Des dots plus mûres, quoique jeunes encore et fraîches, qui surveillaient en matrones vénérables d'autres dots, leurs filles dansant à des bals champêtres. Des dots, grasses et rondelettes, entourées, assiégées comme de vraies grand-mères, par des bandes de petits enfants tout roses. Des dots ridées, qui s'appuyaient sur leurs bâtons et cheminaient lentement d'un pas mal assuré. Il vit aussi passer devant ses yeux de vieux messagers avec de vieux boxeurs aveugles, couchés à leurs pieds, de nouvelles voitures conduites par de nouveaux voituriers, Peerybingle frère, lisait-on sur la bâche, de vieux messagers malades, soignés par les plus douces mains, et des tombes de messagers, morts depuis longtemps, couvertes d'un gazon verdoyant dans le cimetière. Et pendant que le grillon lui faisait voir toutes ces choses, car il les voyait distinctement, quoique ses yeux demeurassent fixés sur la flamme du foyer, le messager se sentait le cœur heureux et satisfait, et remerciait de toute son âme ses dieux domestiques, sans plus se soucier de Groof et Tackleton que vous ne vous en souciez vous-même. Mais quelle était cette figure de jeune homme, que le même grillon fait, plaça si près de son tabouret, à elle, et qui y demeurait seul, debout. Pourquoi restait-il si près d'elle, le bras appuyé sur le manteau de la cheminée, et répétant toujours « Marié, et marié à un autre que moi !» Ô Dot, auriez-vous trahi vos devoirs? Oh non, c'est une pensée qui ne peut trouver place dans toutes les visions de votre mari. Mais pourquoi donc alors cette ombre est-elle venue s'abattre sur son foyer? Et c'est la fin de la première partie de ce texte, la partie premier cri. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. Ça y est, il aura fallu attendre le premier tiers de l'histoire, puisque cette histoire se compose de 3 parties, pour qu'arrivent les problèmes. Pour qu'arrivent les nombreux problèmes. En tout cas, il semble s'en dessiner plusieurs. Alors, est-ce que c'est des fausses pistes, ou est-ce que c'est juste pour créer une atmosphère globale? Mais en tout cas, il y a la crise de folie, entre guillemets, de Dot, qui regarde dans le foyer. Il y a John, qui regarde à son tour dans le foyer et qui voit des choses qu'il n'aimerait pas voir, avec peut-être une présomption de tromperie dans le couple. Il y a Pipapou Pipou. Il y a le personnage de Tackleton qui est décrit comme un personnage grossier et terrible. Encore une fois, je trouve que dans la caractérisation des personnages, je m'imagine très très bien des personnages de dessins animés, un petit peu caricaturaux, un petit peu poussés sur les curseurs comme ça. Mais je trouve que ça fonctionne très bien pour un conte de Noël. Et puis, il y a ce fameux vieil étranger qui vient squatter leur maison et dont on sait pas trop ce qui va advenir.
Donc je pense qu'il y a déjà pas mal de choses mises en place et que ça risque d'être bien intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Bien hâte de voir la suite. Il y a aussi la fille, il y a aussi la petite fille qui dit des paroles très flippantes. Ça fait vraiment presque début de film d'horreur, quoi. Avec une petite fille, enfin, comment dire, euh, un décorum, une ambiance et tout, toute sympathique, etc. Et puis soudainement, changement d'ambiance, on passe dans quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, avec une fille qui dit des paroles incohérentes et tout, machin. Enfin, je trouve qu'il est très bon dans le posage d'ambiance Dickens, parce que dans Un chant de Noël, c'était déjà le cas. Et surtout, il est capable de mélanger avec une certaine virtuosité des genres qui, a priori, ne se mixent pas bien. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'horreur, hein, mais il y a quand même très souvent des passages très très gais, très très gais, pardon, et qui côtoient des passages beaucoup plus sombres, beaucoup plus noirs. C'est comme si d'un seul coup, c'est comme si on était dans des scènes magiques et d'un seul coup on éteint la lumière, quoi. Il y a quelque chose de très perturbant dans ces décrochages. Donc c'est vraiment bien fait, j'adore. Et ouais, je suis toujours étonné de trouver chez Dickens, mais en fait c'est juste parce que je connais pas bien l'auteur, quoi. Je suis très étonné de trouver chez Dickens, je m'attendais pas à ça dans sa littérature, tous ces passages un petit peu magiques et à la limite de l'onirisme. Je trouve que c'est toujours des passages qui sont super bien écrits, encore une fois, et qui donnent, comment dire, des couleurs vraiment très différentes au texte. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour le moment, je suis pas déçu de Dickens encore. Je pense que je préfère Un chant de Noël, mais bon, on va laisser sa chance au grillon du foyer jusqu'au bout. Mais ça reste de très bonne qualité. Donc je suis trop content de découvrir ça. Vu que j'avais dit que je redonnerais sa chance à Dickens, ça aura pas été avec Oliver Twist, mais ouais. Non, non, vraiment très cool. Et du coup, peut-être qu'Oliver Twist, on lira ça plus tard. J'aime pas trop relire souvent le même auteur en live. En général, je le fais qu'avec les auteurs sur lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et j'irai pas jusqu'à dire que j'ai eu un coup de cœur pour Dickens. Ça va pas se classer parmi mes auteurs favoris ou mes excellentes surprises. C'est juste une bonne surprise, voire très bonne surprise à certains moments. Et surtout, moi, je pensais que j'allais pas du tout aimer parce que quand j'imaginais Oliver Twist, je me disais que c'était vraiment pas le genre d'histoire qui m'intéressait. Et donc, du coup, d'avoir découvert Dickens par le biais de ses contes de Noël, bah, ça me fait au contraire l'apprécier beaucoup plus que ce que j'aurais escompté. Bien, trêve de bavardage. Je commence en plus à un peu forcer sur ma gorge, je le sens. J'ai peut-être fait des voix un petit peu trop éraillées, etc. Je sais pas. Ou bien c'est juste parce qu'il faut que je reprenne l'habitude. Il faut que je me remuscle la gorge. Ça fait un mois que je fais pas d'exercice. Il faut que je reprenne le coup. Merci de m'avoir suivi, Cat Black. Merci d'avoir suivi Lilith. Merci d'être passé et d'avoir resub Petite Sab, c'est très gentil. Et puis, merci à tous ceux qui passeront sur la rediffusion YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne, pourquoi pas à rejoindre les réseaux sociaux et tutti quanti. Vous savez comment ça marche. Et du coup, comme je vous le disais, a priori, la suite du Grillon du Foyer, ça sera vendredi à 21h en live. Et la suite et fin, ça devrait être mardi, donc dans une semaine. Donc voilà, ça va être une toute petite courte lecture avant qu'on ne passe à quelque chose de beaucoup plus lourd et dur a priori, avec de la littérature russe, avec les âmes mortes de Gogol. Voilà, voilà, on est bon. Comme je vous disais, cette semaine, on se retrouvera peut-être également pour un autre créneau, puisque je risque de faire un créneau dessin, je suis pas encore sûr, mais c'est possible, et un créneau jeu vidéo avec un jeu Lego. Donc voilà. Alors, je vous tiens au courant dès que je sais moi-même en fait. Et puis on est bon là-dessus. N'hésitez pas également, je vous rappelle, s'il le fallait, que les veillées se poursuivent aussi cette année. Et oui,
Et oui, elles ont même reprise pas plus tard qu'il y a 2 jours. Donc n'hésitez pas, quasiment tous les dimanches de l'année, de 21h à minuit minimum, je me tiens à disposition en vocal sur mon Discord et on discute, on joue à des jeux de société, on joue à des jeux par navigateur, on joue à des jeux vidéo. On va peut-être même bientôt faire du jeu de rôle, enfin bref. On fait des tas de choses et on s'amuse toujours très bien. Donc ça me fait plaisir ça me fait plaisir de vous retrouver en live, ça me fait plaisir de vous retrouver en veillée et ça me fait plaisir de reprendre tout simplement la chaîne Planétéo. Allez, plein de bonnes choses pour cette année, je vous le souhaite encore. Et je vous l'annonce de toute manière, on va faire un maximum pour qu'il y ait des bonnes choses cette année. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou que sais-je encore. Et bye bye!